痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pros, et aujourd'hui au programme, ça va parler d'Itachi, mais plus précisément d'un élément prédominant dans cette fameuse survente de ses capacités, le Susanoo. Alors oui, on sait tous, mais Itachi a été au cœur de pas mal de polémiques dans la communauté de fans à cause de ses capacités. On verra ça très en détail dans une future vidéo, mais vu qu'il possède des pouvoirs vraiment cheatés, une partie des fans ont commencé à le surcoter en disant qu'il peut boxer contre des ninjas clairement hors catégorie comme Hashirama ou Madara. Et ça a provoqué une vague de haine envers lui de la part de l'autre communauté de fans qui a commencé à le sous-coter pour faire comprendre à la précédente qu'Itachi est une fraude entre guillemets. L'une des raisons, c'est sa faculté à utiliser des genjutsu dès les premiers instants du match, ce qui donne la sensation que le match est fini avant même qu'il ne commence. Encore une fois, on verra ça dans une prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième raison, son Susanoo. Le Susanoo d'Itachi, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se démarque clairement des autres niveau capacité. Pas niveau forme, pas niveau fond, mais vraiment niveau de ses armes. Parce que, vous l'aurez remarqué, mais c'est le seul à avoir des armes qui représentent de véritables entités narratives, là où Sasuke, Madara, Shisui et Kakashi ne possèdent que des armes classiques sans pouvoir cacher. Et je précise que Kakashi infuse les shurikens avec un kamui, ce ne sont pas les shurikens qui ont cet effet de base. Donc, Itachi, via son Susanoo, a accès à deux armes légendaires, le miroir de Yatta et l'épée de Totsuka. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce donc ? On va tout voir ici. Je vais diviser cette vidéo en différentes parties, mais c'est plus pour la subdiviser en fonction du nombre de questions qu'on peut se poser. Je pose la question, on y répond, on passe à la suivante, et on conclut une fois qu'elles sont toutes passées. Et puisque j'entends les pro-Itachi prendre des notes pour leurs futurs débats endiablés pendant que les anti-Itachi écrivent mon nom sur le Death Note, on va pouvoir commencer. Itachi les a-t-il depuis le début ? Alors, première question que je n'ai pas beaucoup vu passer malgré mes longues recherches à travers ces années, mais... est-ce qu'Itachi est né avec ? Genre, c'est dans sa génétique d'avoir le miroir de Yatta et l'épée Totsuka, tout comme c'est dans la génétique de Tenten d'être le mâle alpha, Omega et Kawabunga ? Parce qu'on sait que quand Uchiwa obtient son Mangekyou Sharingan et qu'il arrive à débloquer le troisième pouvoir, donc le Susanoo, ce dernier a une forme légèrement différente en fonction de qui l'utilise. Celui de Sasuke a un arc, celui de Madara a 4 bras, celui de Shisui a une sorte de perceuse, et celui d'Itachi un bouclier et une épée. Sauf que, comme dit en intro, Itachi a des armes dont la puissance semble complètement démesurée par rapport aux autres. Du coup, est-ce qu'il est né avec les prédispositions génétiques pour utiliser ses armes ? Eh bah... je pense pas. Je ne pense pas pour plusieurs raisons. Déjà, la plus logique, c'est que Sasuke n'a pas hérité de ce genre de cheat code. Et oui, je suis parfaitement au courant que deux frères peuvent naître avec des capacités différentes, mais ici, Sasuke n'est pas forcément montré comme si inférieur que ça à Itachi, et son talent n'est pas non plus forcément en dessous. Ouais. Je vais reformuler. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Sasuke, on parle de son génie, donc de ses prédispositions génétiques. Oui, Itachi a débloqué son Mangekyou Sharingan avant, mais le contexte est à prendre en compte. Surtout qu'en plus, Sasuke a débloqué son Sharingan avant lui. Et en termes de puissance, certes, Itachi était toujours en avance sur Sasuke, mais n'oubliez pas également que Sasuke était plus jeune. Il avait genre 16 ans quand il a débloqué son Mangekyou Sharingan et qu'il s'est fait retourner par Itachi, mais Itachi en avait 24 lui, donc il a eu plus de temps pour progresser. Bref, tout ça pour dire que le talent, ce qui est traduit par les dispositions génétiques, ne place pas Itachi forcément à des années-lumière de son frère. Peut-être que c'est un plus grand génie, ça se discute, mais les degrés de génie ne sont pas super disparates. Du coup, si Itachi a reçu ses armes dès la naissance, genre qu'il est destiné à obtenir ses armes une fois que son Susanoo sera débloqué, pourquoi Sasuke n'a pas une arme véritablement cheatée ? Pourquoi Shisui n'en a pas ? Pourquoi Madara, Eke, le boss ultime des Uchiwa, n'en a pas ? Eh bien selon moi, c'est parce qu'Itachi n'avait pas ses armes de base, il les a obtenues. Pourquoi penser ça ? À cause d'Orochimaru et de Zetsu. On sait par exemple qu'Orochimaru et Zetsu connaissent l'épée Totsuka. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était Itachi qui l'avait. Du coup, il y a que deux solutions. Soit les deux ont entendu parler de l'épée Totsuka parce qu'Itachi l'a un jour utilisée et que la rumeur s'est répandue sans qu'on ne sache qui est le propriétaire, ce qui est peu probable selon moi. Soit cette épée existait dans le monde, elle était cachée quelque part et Itachi s'en est emparé. Et selon moi, ça fait clairement plus de sens. Déjà parce que Zetsu dit mot pour mot que l'épée a été cachée au monde depuis longtemps, donc je ne pense pas que longtemps fasse référence aux 10 ans où Itachi l'avait, en sachant qu'il a pas dû la sortir souvent vu la dégradation de sa santé. Ça ressemble plus à une arme presque prophétique que le héros du temps va devoir récupérer pour sauver la princesse et qui est cachée dans un rocher au cœur d'une forêt. Mais surtout, parce que ça expliquerait pourquoi les armes d'Itachi sont aussi cheatées. Parce que ce ne sont pas des armes d'un Susanoo classique, mais des armes quasi divines qu'il a trouvées et qu'il s'est appropriées. Comment il a fait ? Ce n'est qu'une théorie, mais il me semble plutôt honnête de penser que des armes immatérielles ne se manipulent qu'avec du chakra et que le Sharingan devrait être capable de percer ces mystères. En mode tout le monde voit un artefact comme une antiquité, mais un Uchiwa avec le Sharingan serait capable de comprendre que la structure de cet artefact renferme un pouvoir bien plus grand. Et du coup, grâce à ses yeux, il transfère le chakra de cet artefact en lui, un petit peu comme Itachi a transféré Amaterasu en Sasuke. Évidemment, le délire des artefacts n'est qu'une possibilité, mais pour qu'Orochimaru ne soit jamais parvenu à trouver cette arme, il doit y avoir une raison. Peut-être que ses yeux n'étaient pas capables de voir aussi loin, ce qui est assez poétique quand on y pense, vu que son but était de s'approprier cette épée et le Sharingan, et que le Sharingan est le seul moyen de s'approprier cette épée. Comme quoi, la nature fait bien les choses. Donc voilà,
je ne pense pas qu'Itachi soit né avec l'épée et le bouclier, mais il a dû les trouver à un moment et seul un Uchiwa pouvait se l'approprier. Itachi a été l'heureux élu, tant mieux pour lui. Et évidemment, j'ai aussi mis le bouclier dans l'eau alors que là on ne parlait que de l'épée, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pour l'un et pas pour l'autre. Surtout que le bouclier, il est tout aussi cheaté que l'épée. Mais passons. À quoi sert cette épée, grand Aspros? L'épée de Totsuka, c'est l'épée qu'utilise le Susanoo d'Itachi. En gros, l'épée, c'est pas une épée traditionnelle en fer, en métal, en ferraille ou quoi que ce soit, c'est plus une sorte de liquide qui sort de la gourde et qui change sa forme en fonction du besoin. Elle va avoir deux intérêts principaux, couper et sceller. D'une part, elle peut trancher comme une épée classique, on l'a bien vu quand Itachi a tranché les têtes du Yamata no Orochi. Et d'autre part, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'elle est capable de sceller dans un monde des rêves ivre la personne touchée. Cette dernière finira donc scellée éternellement dans un monde de Genjutsu sans possibilité connue de s'en sortir. C'est une attaque one shot, voilà, qui passe outre la durabilité ennemie. Dès que Nagato a été touché, Kabuto a immédiatement perdu le contrôle sur lui, donc ça brise un sort de contrôle aussi puissant que les deux Tensei, ce qui est assez représentatif de son niveau. Je pense que là, oui, quelqu'un qui se fait toucher perd complètement la possibilité de bouger ou de se défendre, ce qui fait qu'elle passe outre toute durabilité. Par exemple, Hashirama et Konohamaru devraient y opposer la même résistance s'ils se font toucher. Après, on peut pas non plus être sûr que c'est impossible d'y résister, en mode est-ce que Kaguya ou Jubidara auraient pu se faire sceller s'ils s'étaient fait toucher? Bah, je sais pas, hein. Je vois pas pourquoi il pourrait y résister, mais vu qu'Hashirama peut briser les trains de l'Edo Tensei sans difficulté apparente, je me dis que ce genre de chose est possible. Pas factuellement vrai, possible. Juste, il y a une chance pour que ce soit le cas. Quelles sont les limites de cette épée? Bah, la première limite, elle est assez évidente et elle est commune à toutes les attaques. Si l'épée est incapable de toucher, ça ne servira à rien. Donc si Itachi fait face à un adversaire qui est juste trop rapide pour lui et qui semble impossible à toucher même avec un plan, alors l'épée perdra son utilité. Mais bon, c'est une limite assez limite en vérité, hein. Sinon, l'épée ne semble pas pouvoir être tankée, mais est-ce que c'est impossible de se défendre contre elle? Genre, Kamui. On est d'accord pour dire que Kamui c'est une esquive gratos qui pourrait permettre d'y échapper. Pendant ces 2 années et demie sur YouTube, j'ai pas mal débattu du sujet Obito contre Itachi et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit la même chose. À savoir que Totsuka est une arme spectrale donc ça a passé à travers le Kamui parce que c'est juste impossible de se défendre contre elle. Sauf qu'en vrai, ça n'a jamais été expliqué comme ça. Pour que l'épée puisse sceller, faut d'abord toucher. Et pour toucher, faut entrer en contact physique avec la victime. Mais le Kamui envoie la partie du corps qui va se faire toucher dans une autre dimension, ce qui fait que l'épée et la partie du corps ne seront plus au même endroit sur une échelle dimensionnelle. C'est un petit peu comme le système des limbes. Les limbes dans Naruto, c'est un monde qui est calqué sur le monde normal. Les clones qui bougent dans les limbes bougeront aussi dans le monde des vivants, exactement au même endroit. Mais ils ne peuvent pas se faire toucher, genre si on attaque pile à l'endroit où ils se trouvent, ça ne va pas les atteindre parce qu'ils seront juste pas là. Et ça, c'est pareil avec le Kamui. Si Obito va se faire toucher au niveau du torse, il peut l'envoyer dans sa dimension Kamui, ce qui fait que l'épée ne va juste rien toucher vu qu'il n'y aura plus rien à la place de son torse. Du coup, à mon sens, un jutsu comme Kamui qui permet de ne pas se faire toucher devrait pouvoir gérer cette attaque, sauf si on arrive à prouver par A plus B que l'épée peut passer à travers les dimensions. Après, quand j'y pense, y a pas tant de jutsu qui pourraient contrer cette épée. On a Kamui évidemment, mais après, c'est dur d'en trouver, hein. On pourrait essayer d'en trouver d'autres, hein, mais là, ça va devenir beaucoup plus spéculatif, comme la barrière Hiraishin. Est-ce que c'est possible d'utiliser la barrière Hiraishin de Minato contre cette épée? Est-ce qu'une arme astrale peut se faire téléporter? Difficile à dire, mais là, c'est plus une question qui concerne Hiraishin que Totsuka elle-même. Ou alors absorber l'épée grâce à Gakido. Est-ce que ça peut se faire? Nagato n'a pas pu tenter vu qu'il était déjà touché, mais absorber une entité composée de chakras comme cette épée, ça me semble jouable. Du coup, je vous laisse me dire en commentaire quels sont les jutsu qui pourraient contrer Totsuka. Parce que perso, j'ai beau chercher, j'ai du mal à en trouver en vérité. Selon moi, la meilleure des solutions, c'est l'esquive. La seule autre défense que je peux imaginer opposer à l'épée Totsuka, c'est le miroir de Yatta, mais ça, on va le voir dans quelques secondes. À quoi sert le bouclier? Je t'aime, Aspros! Le miroir de Yatta, c'est le bouclier que brandit le Susanoo d'Itachi. Ça risque de vous surprendre, mais ce bouclier a comme effet de bloquer les attaques. Si, je vous jure. Sauf qu'évidemment, on ne parle pas d'un bouclier classique, mais d'un bouclier capable de repousser toute attaque ennemie. Et comment il le fait? Tout simplement en renvoyant le même attribut pour annuler l'attaque. Si l'adversaire envoie un katon, le bouclier va changer de propriété pour s'adapter à la technique. C'est pas très explicite sur le fonctionnement précis, donc c'est soit le bouclier contre le katon en calquant l'attribut, donc le katon ici, soit il s'adapte pour prendre l'élément fort contre lui, donc le suiton en l'occurrence. Il semblerait que ce soit plutôt la première option qui soit la bonne, même si j'avoue que ça me paraît moins intéressant de cette façon. Mais soit. Le bouclier est donc extrêmement solide, parce que non seulement il peut tanker des attaques physiques comme des armes de jet ou des explosions, mais il peut également contrer des techniques plus largement, même si là, tout n'est pas clair non plus. Quand le databook dit lui permettant d'altérer ses propriétés en fonction de celles de l'attaque, la rendant ainsi inefficace, il fait référence à quel type de propriété? Parce que si on part du principe que ça fait référence à absolument tous les types d'attaques, ça voudrait donc dire que ce miroir est composé d'absolument tous les types de propriétés existantes. Genre, pour contrer un katon, le miroir peut changer ses propriétés pour pouvoir tanker le feu. Mais si l'attaque est du senjutsu, donc des jutsu ermites, est-ce que le miroir peut bloquer ça? Est-ce qu'il a les capacités de s'adapter à du chakra ermite, genre un Rasengan infusant senjutsu? Pourquoi pas, hein, mais est-ce que ça ferait pas plutôt référence aux propriétés qu'Itachi maîtrise? En mode, s'il ne maîtrise pas le senjutsu, le miroir ne peut pas changer ses propriétés pour s'adapter au senjutsu? Bah, ça
c'est une possibilité. Mais bref, on verra tout ça dans quelques instants quand on parlera de ses limites. Ce qui est sûr, c'est que ce bouclier est une défense extrêmement solide, capable de repousser un nombre impressionnant de jutsu. Peut-être même l'intégralité, mais ça dépend de comment il fonctionne. Quelles sont les limites du bouclier? Bah, la première des limites, c'est celle que je viens d'énoncer, sa possible impossibilité de changer de propriété quand cette dernière est particulière. On va reprendre mon exemple, le Senjutsu. Le miroir de Yatta, au minimum, devrait être un bouclier qui est composé des 5 éléments basiques pour pouvoir repousser les attaques adverses avec les mêmes propriétés. Mais est-ce qu'il est composé de tous les types de propriétés existantes comme le Senjutsu en sachant que ce n'est pas composé des éléments primaires? Notez d'ailleurs que le Senjutsu est efficace contre les Gudodama de Jubito qui fonctionnent un petit peu sur le même principe, à savoir utiliser tous les éléments et les modeler au besoin, comme en défense où il peut bloquer tout type d'attaque. Après, le Senjutsu est assez particulier comme exemple, je le conçois, mais à voir si ce bouclier peut s'adapter à du Senjutsu, donc lui-même utiliser du Senjutsu pour contrer l'attaque. Et dans le même style, on aurait toutes les attaques extrêmement particulières comme les lames des conjurés de Kaguya, qui sont les os qu'elle lance et qui tuent en un coup. Est-ce que le miroir peut s'adapter à ce style d'attaque? Surtout qu'en plus, des persos comme Kaguya et Jupitara, c'est un petit peu un concentré de tout ce qui existe, donc même si ce bouclier de construction spectrale super cheats à la tomate oignon, je le vois pas s'adapter à des persos comme Kaguya ou Jupitara. Mais bref. Sinon, la grosse limite du miroir de Yatta, c'est évidemment son côté unidirectionnel. Le bouclier ne va bloquer que sur une surface restreinte, à savoir devant Itachi, ce qui va représenter même pas un quart de la taille totale du Susanoo. Si l'adversaire attaque sur les côtés, derrière, dessus ou dessous, le miroir ne sera pas utilisé, donc des attaques plus modestes entre guillemets pourraient être efficaces sur le Susanoo lui-même. C'est une super protection, mais qui a la limite d'un bouclier classique finalement. C'est pas parce que tu as un bouclier que tu es immunisé aux flèches, encore faut-il le lever au bon endroit et au bon moment. On a aussi d'autres capacités un petit peu particulières, donc celles qui ne font pas de dégâts au bouclier lui-même, mais qui vont agir avec un effet. Par exemple les genjutsu. Est-ce que le miroir de Yatta peut repousser un genjutsu auditif ou visuel en sachant que c'est juste un transfert de chakra de l'utilisateur vers la victime en passant soit par la vue, soit par l'ouïe? Je pense pas qu'Yatta repousse le son, hein. Surtout qu'en plus un genjutsu auditif a un son qui se propage dans l'atmosphère et tous ceux qui l'entendent sont pris dedans. Au mieux le miroir de Yatta il va bloquer le son devant lui, mais il pourra pas bloquer l'intégralité des ondes sonores porteuses de chakra dans toute la zone. Ça ne va bloquer que devant, pas partout. Et ça c'est vraiment en assumant qu'il peut bloquer le son aussi, mais bon, ça m'étonnerait un petit peu. Donc les genjutsu auditifs sont définitivement un bon moyen de passer outre cette défense. Et dans le même style, on va avoir le Shibaku Tensei qui n'est pas réellement une attaque à proprement parler, vu qu'elle ne va pas aller directement en contact avec le bouclier. Le Shibaku Tensei, ou même plus largement toutes les attractions, ne pourront pas être contrées par le bouclier, vu que ça va juste attirer le Susanoo à soi. Évidemment, le faire venir, ça ne sert pas à blesser, donc est-ce que ça vaut le coup de bloquer ça dans tous les cas? Je ne pense pas, mais je ne pense pas non plus que c'est envisageable. Y a rien qui va se frotter au miroir, c'est juste de la gravité, donc ça, c'est sûr que ça passe. Et du coup, si Nagato utilise le Shibaku Tensei, miroir de Yatta ou pas, il va se faire avoir. On a aussi la rage blanche de Kabuto qui va, dans tous les cas, bypass la défense de Yatta, peu importe ses facultés. Même logique avec les genjutsu auditifs, tout ce qui est son ne va pas être bloqué entièrement par Yatta, donc dès lors que l'attaque est lancée, Itachi va subir les vibrations dans son corps, ce qui va lui faire perdre son Susanoo comme Sasuke pendant la guerre. Même si l'attaque est bloquée, elle fonctionnera, donc le miroir de Yatta est inutile face à elle. Le Kamui aussi est sans contestation capable de gérer le miroir de Yatta. La version de Kakashi permet d'envoyer ce qu'il regarde dans une autre dimension, peu importe ce qu'il regarde. Et là, le fonctionnement va être intéressant. Le Kamui, ça ne fait aucun dégât, ça téléporte. Le miroir, dans sa globalité, va se faire envoyer ailleurs sans qu'il n'y ait rien à bloquer. C'est un petit peu comme si j'essaie de péter une brique avec mon poing. Oui bon, c'est pas le bon exemple parce que moi je le fais avec une pichenette. Mais pour le commun des mortels, péter une brique avec le poing, c'est impossible. Par contre, déplacer cette brique ailleurs, c'est facile. Et c'est le fonctionnement du Kamui. Il ne va pas endommager le miroir de Yatta, juste le déplacer. Aucune attaque ne sera portée, aucun dégât subi, juste il va déplacer le bouclier ailleurs. Point. Que la défense soit un bouclier en mouchoir ou des Gudodama, ça opposera exactement la même résistance. Kamui va complètement annuler les propriétés de Yatta parce qu'il ne va pas lui faire utiliser. On peut également citer le Jinton dans le même style quand j'y pense. Vu que le Jinton détache les molécules sans faire de dégâts bruts, il y a des chances pour qu'il puisse détacher les molécules du Susanoo de part en part, vu que le bouclier ne va protéger qu'un seul morceau du Susanoo. Ça me paraît possible. Et enfin, on a l'épée Totsuka, et j'avoue que c'est un petit peu un élément qu'on a déjà eu dans l'œuvre avec le troisième Raikage. Qui de sa défense ou de son attaque est la meilleure? L'épée Totsuka annule la défense alors que le bouclier annule l'attaque. Si l'épée ne peut pas passer la défense, ça voudrait donc dire qu'elle ne peut pas tout passer? Ou à l'inverse, si l'épée passe le bouclier, ça veut donc dire qu'il ne peut pas tout bloquer? Il y en a bien un qui ment sur son CV là, non? Ou alors les deux ne sont pas destinés à s'opposer. Si ça arrive, ça pourrait conduire à une catastrophe de type inversion totale des protons qui provoquerait une explosion cataclysmique à l'échelle de l'univers, comme croiser les flux dans Ghostbuster. Bref, le miroir de Yatta est un bouclier capable de repousser la quasi-intégralité des techniques de l'univers de Naruto, mais quelques exceptions existent. Un seul ninja ne va pas posséder un milliard de contre face à lui, mais une poignée ont la faculté de soit passer outre, soit passer à travers. Je dirais que le mieux armé, c'est Kabuto, vu ses techniques auditives, donc Genjutsu, rage blanche, et sa faculté à attaquer de tous les côtés, y compris le sol sans trop de pression. Je me suis beaucoup
m'attarder sur ses limites, mais faut surtout comprendre que ce sont vraiment des exceptions à la règle, et qu'en général, rien ne passera ses défenses, sauf si vous avez une chance infinie de posséder le bon jutsu contre le bon adversaire. Itachi est-il réellement invincible avec ses deux armes? Alors, il y a deux interprétations qui sont globalement faites par la communauté de fans. La première, c'est Itachi est invincible, et la deuxième, c'est Itachi est invincible le temps que le Susanoo est actif. Bon, vous l'aurez compris, ni l'une ni l'autre de ces interprétations est vraie. Parler d'invincibilité, c'est vraiment hyperboler les capacités offensives et défensives du Susanoo d'Itachi, aussi puissant soit-il. En fait, quand Zetsu dit qu'il est invincible, ce n'est qu'un statement de sa part. Un statement, pour rappel, c'est une donnée venant d'un personnage, donc qui est façonné par sa propre perception de la situation. Hiruka dit qu'Hiruzen est le plus puissant des Hokage du passé. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. Ou alors Naruto qui dit à Bi que s'il se fait toucher par Amaterasu, c'est fini pour lui. Est-ce que c'est vrai? Bah non, vu que Bi y a déjà échappé. Donc on peut prendre en considération un statement comme un début d'explication, mais pas comme une vérité absolue. Genre, si un personnage dit que Kurenai est aussi doué qu'Itachi dans les genjutsu, c'est une information qu'on va prendre en compte dans l'analyse. Par contre, est-ce que c'est forcément vrai? Bah non. Ça l'est peut-être, mais ce statement n'est que la manifestation de la perception de la personne sur les capacités de Kurenai et d'Itachi. Et ici, Zetsu a dit qu'Itachi est invincible, mais ça ne signifie pas qu'il l'est. Oui, il connaît toute l'histoire du monde ninja, blablabla, mais est-ce que ça fait de sa parole une vérité absolue? Parce que je vous rappelle quand même qu'il a dit à Naruto et Sasuke qu'ils ne pouvaient rien contre elle, donc Kaguya et à rien, c'est clairement faux. Il s'est dit que Naruto ne pouvait pas s'infiltrer dans la dimension de Kaguya. Pourtant, il l'a fait. Quand Kaguya et lui cherchaient le vrai Naruto, il a dit que c'était celui avec les sphères autour de lui, et pourtant, il s'est encore trompé. Ce que je veux dire, c'est que même si Zetsu est l'un des plus gros cerveaux du manga, peut-être même le plus gros cerveau de l'histoire du monde ninja, il n'est pas infaillible. Et dire qu'Itachi est invincible dans son Susanoo, c'est clairement une erreur de jugement. Au maximum, c'est une hyperbole. Parce qu'on l'a vu juste au-dessus, Itachi n'est pas immunisé aux attaques sonores. Si la rage blanche de Kabuto est activée, ou si un genjutsu auditif est lancé, le Susanoo il sera pas apte à contrer ces techniques. Des ninjas comme Onoki ou Gaara peuvent passer sous le Susanoo pour attaquer la seule zone non protégée. Kakashi peut juste envoyer le Susanoo complet dans une autre dimension, indépendamment de la solidité du miroir de Yatta. À partir du moment où le Susanoo, notamment le miroir de Yatta, peut ne pas être en mesure de gérer une attaque, peu importe sa nature, alors il n'est pas invincible. Être invincible, par définition, c'est ne pas pouvoir être vaincu. Sauf qu'ici, Itachi le peut, notamment par Kabuto Hermite, qui a les capacités d'utiliser le son, ou tout simplement de passer sous le Susanoo. Sinon, on part du principe qu'Itachi est plus fort que Kaguya. Cette même Kaguya qui peut juste changer de zone et le laisser tomber dans la lave. Itachi dans son Susanoo peut être vaincu, donc Zetsu a eu tort de dire ça. Vous pouvez lui donner autant de crédit que vous voulez, il s'est factuellement trompé. Ou alors il ne faisait référence qu'à cette situation précise, en mode Itachi a une défense que Sasuke ne peut pas passer et une attaque qu'il ne peut pas contrer, donc dans ce combat précis, il est invincible. C'est la seule porte de sortie pour ne pas décrédibiliser complètement les paroles de Zetsu. Parce que sinon, il va falloir être capable de prouver qu'Itachi est plus fort que Kaguya, et ça, même ses fans les plus hardcore n'ont jamais osé. Itachi n'est donc pas invincible avec ce Susanoo. C'est clair? D'autant plus que même si c'était le cas, et je le répète, mais ça ne l'est pas, même comme ça ne changerait pas grand chose au débat. Itachi consomme trop de chakra à maintenir cette version du Susanoo, et vu sa maladie, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit à court de chakra après quelques minutes d'utilisation. Donc invincible, ouais. Itachi a-t-il le Susanoo le plus puissant? Avec ses armes et au prorata du stade d'évolution, oui. Je pense que parmi tous les utilisateurs, c'est Itachi qui a le Susanoo le plus puissant dans sa forme blindée sans jambes. Mais après, c'est surtout dû au fait que c'est le seul à avoir de vraies armes avec effet, pas juste une arme classique en mode des lames ou un arc. Si on juge les capacités de chacun des Susanoo des Uchiwa indépendamment de la puissance de l'utilisateur, alors oui, Itachi est le meilleur. Dans un combat avec celui de Madara ou de Sasuke, il est clairement mieux armé, mais ça ne fait pas tout non plus. Comme nous l'a prouvé Shiryu, ce n'est pas l'armure qui fait le chevalier, mais le chevalier qui fait l'armure. Donc oui, il a le Susanoo blindé sans jambes le plus puissant niveau capacité, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il va forcément battre celui de Sasuke éternellement Geku Sharingan ou Madara. Ça c'est encore une autre affaire. Pourra-t-on les revoir dans Boruto? Bah, logiquement, non, vu que le Susanoo est directement rattaché au chakra de son utilisateur et à sa génétique. Dès lors qu'Itachi est mort, il a emporté son chakra avec lui dans le monde des morts et pas possible de les transmettre comme Obito l'a fait fut un temps. Par contre, je ne vais pas affirmer que c'est impossible étant donné que certains personnages existent ici. Je vous rassure, pas de spoil. Mais trouver un moyen de récupérer le chakra d'Itachi ou trouver un moyen de récupérer ses armes en sachant qu'Orochimaru cherchait absolument Totsuka, ça ne me semble pas impossible. On a déjà vu des trucs encore plus impossibles, alors on va dire que même si c'est pas vendredi, tout est permis. Si ces armes reviennent par miracle, je pense que c'est Sarada qui les aura, histoire de la mettre un petit peu plus en avant. Ou alors on part du principe que le patrimoine génétique de Sasuke est composé du chakra d'Itachi, vu que son éternellement Geku Sharingan est le résultat de la transformation de ses pupilles via celle d'Itachi. C'est pas juste que son ADN réside en Sasuke, il y a carrément son chakra. Totsuka et Yatta sont des armes intégrées au Susanoo d'Itachi, qui est la manifestation de son chakra, qui lui-même est en Sasuke, donc la transmission est éventuellement possible. Sasuke il avait déjà son Susanoo avant, donc si Sarada en a un jour, ce qui risque d'arriver, alors peut-être qu'elle pourra en hériter. Mais il faudrait être capable de les rendre efficaces face à des ennemis
ennemis toujours plus puissants, et ça, on le voit bien dans la quasi-totalité des œuvres qui utilisent ce principe, c'est pas toujours le cas. Donc c'est possible de les revoir à l'avenir, peu probable, mais pas impossible. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Selon vous, est-ce qu'on va revoir ces armes légendaires dans Boruto? Est-ce que le Susanoo d'Itachi est le Susanoo blindé sans jambes le plus puissant? Existe-t-il d'autres attaques capables de passer outre le miroir de Yatta et des défenses capables de bloquer Totsuka? On voit ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va essayer de se remettre de nos émotions après le heel turn de John Cena. Oui, Dark John Cena de l'enfer existe. J'arrive pas à y croire. Quel monde de merde!